Merci du coup aux intervenants précédents qui ont fait des généralités qui vont servir et du coup je vais passer très rapidement sur les généralités qui ont été bien vues et je vais me permettre je vais appuyer sur le moins. Voilà, justement, comme on dit, de mettre peut-être un peu les points sur les i et de vous donner des billes pour ne pas avoir à la fin une bouillabaisse d'un petit peu tout qui marche pas, mais vraiment insister sur l'efficacité de chacun des protocoles et la chronologie à mettre en place sur chacune de ces thérapeutiques, notamment pour les tendinopathies corporéales. Bien sûr, après avoir éliminé tous les diagnostics différentiels qu'on avait déjà vus, pas vraiment les anthèses, en tout cas en l'absence de conflit, pour avoir du coup des patients guéris, car on observe extrêmement régulièrement de nombreux patients qui reviennent dans ce cadre de pathologie avec des taux de récidive très importants. Et je vous partais de l'importance en fait des contraintes mécaniques qui sont le nerf de la guerre et le point essentiel du sujet. Et des protocoles de remise en charge et comment est-ce qu'on peut se débrouiller là-dessus pour avoir des patients qui reprennent leur sport avec un tendon guéri. Alors, bien sûr, il y a des contraintes mécaniques sur les tendons. Alors, on l'a vu, pour le tendon d'Achille, tendon rotulien ou même tendons épicondylés latéraux, il y a de grandes similitudes. C'est pour ça que la plupart de mon topo va s'axer sur la tendinopathie d'Achille. C'est là où on a de plus de preuves. Mais pour la tendinopathie rotulienne, globalement, on peut s'y prendre de la même manière. Et en fonction de chacun des gestes, il y a des contraintes mécaniques et des contraintes mécaniques plus ou moins importantes en fonction de la modalité de contraction. Par exemple, l'isométrique, il y a moins de contraintes sur un tendon qu'en concentrique, qu'en excentrique, puis enfin qu'en pliométrie. Et du coup, pour chacun des gestes, en effet, il y a des contraintes de plus en plus importantes et de la manière de faire. Et c'est tout l'enjeu du sujet. Et il faut bien garder en tête que toutes les secondes qui passent, en fait, dans nos tendons, c'est toujours un équilibre entre destruction et reconstruction, avec des cellules qui détruisent le tendon parallèlement à des cellules qui construisent le tendon. Et c'est pareil, on connaît bien pour les os et d'autres organes. Et par exemple, pour un tendon, l'ordre de grandeur, c'est un jour ou deux. On sait, par exemple, en musculation, après une grosse séance de musculation, qu'on va avoir un anabolisme dans 50% de la reconstruction dans l'heure qui suit et 50% dans les 3 heures qui suivent. Pour un tendon, c'est plutôt de l'ordre de 24 à 48 heures. Et on voit, par exemple, sur cette courbe qu'après une sollicitation tendineuse, alors en effet, ça dépend de l'importance de la solidation, de la solidité tendineuse précédente, etc., et de multiples facteurs. Mais globalement, on a une synthèse en 24-48 heures et une dégradation en 24 heures. Alors, je vous montre les images de la mécanotransduction pour bien garder en tête que vraiment les contraintes mécaniques permettent la synthèse du tendon. Or, on a bien vu qu'une tendinopathie a une destruction musculaire, une fragilité musculaire, et avoir une contrainte mécanique, il n'y a pas besoin de médicaments, il n'y a pas besoin de rajouter des substances extérieures. On a bien, grâce aux contraintes mécaniques qui s'exercent sur les fibres de collagène qui sont bien là en jaune, des contraintes sur le noyau qui diffuse via la membrane cellulaire au noyau via des structures squelettiques et de la chimie, dont je n'ai pas mis les termes pour pas vous perdre, qui aboutit sur une transcription de gènes et la synthèse de protéines et la synthèse donc de nouveaux collagènes. Donc des contraintes mécaniques favorisent bien la synthèse. Là encore, tout est démembré et si ça vous amuse vraiment de regarder ce qui se passe, vous pourrez vous intéresser à chacun des gènes et chacun des cytokines et chacun des facteurs de communication cellulaire. Mais en gros, on voit bien que le cytosquelette de la cellule donne des informations à la membrane cellulaire qui agissent au niveau du noyau et qui aboutissent sur la synthèse musculaire. Et c'est tout l'enjeu, et c'est vraiment ça sur lequel il faut centrer ses consultations. Sinon, on n'y arrivera pas. Un peu de méso, un peu de torticoïde, un peu d'AINS, un peu d'orthèse, etc. On n'y arrivera pas. Donc, il faut se fixer là-dessus. Donc, on se doute, par exemple, et on l'a vu, que plus on a un organisme habitué à des sollicitations tendineuses, plus il va supporter des charges. Mais à un moment, on en fera trop. Alors,
voilà, du coup, moi, j'ai pas pris le temps de traduire le schéma qui était bien décrit par l'intervenant précédent avec un tournant normal qui peut aboutir suite à des sursollicitations, une tendinopathie réactive et une destruction tendineuse quand on a une sursollicitation. De la même manière, quand on a un traumatisme qui soit direct ou indirect, on a une destruction tendineuse avec d'abord une réaction inflammatoire locale à court terme, des macrophages qui vont, manger les déchets, et une reconstruction grâce aux ténocytes, et plus ou moins un aspect cicatriciel. Et la tendinopathie, c'est bien ça. Moi, ce que je dis aux patients, c'est de la cicatrice. Et en effet, on peut discuter les choses scientifiquement, on pourra vous montrer les preuves et tout, mais globalement, il n'y a pas de corrélation clinique, et j'oserais presque dire que l'échographie n'est pas très importante. Quand on regarde au microscope une tendinopathie, on va avoir de toute façon des destructions et des micro-ruptures ou des micro-fissures. Donc, qu'il y ait une micro-fissure ou pas à l'échographie, ça ne change rien au problème. Donc ça, c'est l'image qui est tirée de Nature, parce que dans Nature, en 2021, il est sorti un article. Alors c'est un article de référence qu'on ressort. Et qu'est-ce qu'on a dans un tendon, du coup, un aspect de tendinopathie? On a des fibres de collagène plutôt des types 3, donc dégradées, de la fibrine, un peu de la cicatrice, on va dire ça comme ça, beaucoup plus de cellules inflammatoires et notamment de fibroblastes, plus de fibres nerveuses et plus de micro-vaisseaux. Donc voilà ce qu'on observe. Donc c'est bien un état chronique quand je parle je parle toujours là dans ce topo de tendinopathie plutôt corporéale et plutôt chronique en effet. Je ne parle pas vraiment de ténosynovite tout au long de mon topo, ni même bien sûr d'anthésopathie ou de conflit ou encore moins de pathologie rhumatismale. Voilà, et je ne reviendrai pas là-dessus. Et l'activité physique est bénéfique. Alors à quel point? En bas à droite, c'est des souris, mais quand on immobilise des tendons de souris, vous voyez, 3 mois, la solidité est divisée par 5. Donc en fait, on observe, mais régulièrement, du coup, j'ai arrêté de courir, j'ai arrêté de faire du vélo parce qu'il fallait arrêter. Du coup, en fait, on a détruit le tendon, on a diminué la solidité tendineuse, on a aggravé le patient. Donc il faut bouger. Alors en effet, trop peu, quand c'est pas trop, mais l'attraction, la mobilisation est bénéfique. Ça a été prouvé tout le temps. Donc, il y a une meilleure orientation des fibres tendineuses, une augmentation de la cicatrisation conjonctive, une activation des facteurs de croissance. Alors, pas besoin d'aller faire des PRP à je ne sais pas combien pour ajouter facteurs de croissance. D'ailleurs, maintenant que je dirige des tests sur le sommeil est bien plus efficace sur les hormones de croissance, les facteurs de croissance, que de nombreuses autres choses, la nutrition aussi. Bref, ce n'est pas le sujet, c'est une petite aparté. Et la mobilisation active des facteurs de croissance, ça améliore la synthèse du collagène, la matrice extracellulaire, une prolifération des capillaires, etc. Inversement, l'immobilisation est délétère pour plein de choses, des biomécaniques, cellulaires, tissulaires. Voilà. Donc, il faut bouger. Quand on me demande extrêmement rapidement, et tant mieux si j'ai pas trop de temps, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ça dépend du geste, ça dépend du patient, ça dépend de multifacteurs qu'on ne maîtrisera pas. Mais je dis, faites pas ce qui vous fait mal, ou au moins pas dépasser 3 sur une échelle de 0 à 10, et faites pas ce qui aggrave les douleurs au fil du temps. Parce que les sportifs, des fois, ils vont faire plein de sport en disant j'ai pas mal, et puis ils ont mal le lendemain. Donc, de toute façon, on fait bouger, on n'immobilise pas trop. Et qu'est-ce qui marche? Donc, au début, il y a une phase inflammatoire, donc pas d'anti-inflammatoire. Niveau de preuve grade B. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre d'anti-inflammatoire? Pas d'anti-inflammatoire, niveau de preuve grade B. Pas d'anti-inflammatoire. Pourquoi j'insiste? En effet, on peut discuter les choses. Si un spécialiste me dit qu'il a mis 3 jours d'anti-inflammatoire, ça ne me choque pas. Mais je bosse sur l'automédication, sur les prescriptions des généralistes. Et je ne veux pas vraiment pointer du doigt des absences de compétences. C'est extrêmement dur d'être très généraliste, d'être soignant, d'être kiné, etc. Mais c'est souvent des spécialistes qui parlent en disant qu'ils mettent des petites touches, mais clairement, le taux de prescription d'AINS, le taux de consommation d'AINS est majeur. Et on aboutit sur une dégradation du tendon. Donc, de manière générale, pas d'AINS. Clairement, pas d'AINS. Plein en prennent. Pas de corticoïdes non plus. Oui. Est-ce que le glaçage a une action circondatoire ou une? Alors, le glaçage, si on rentre trop dans les détails et qu'on s'amuse à faire un peu de polémique scientifique, on peut tout lui faire dire, mais clairement, ça ne modifie cliniquement quasiment pas la trophicité tendineuse. En gros, ça ne change rien et ça soulage bien les douleurs pendant 1 heure ou 2. Donc, ça soulage les douleurs pendant 1 heure ou 2, point barre.
et vous pouvez arrêter d'en parler. Donc, si vous ne faites pas, ce n'est pas grave. Et si vous faites peut-être un peu, tant mieux, mais point. Ça soulage les douleurs 1 euro 2, point. Et ça fait que ça. Et ça fait ça. Donc, pas d'INS, pas de corticoïdes, ça provoque des ruptures. Une injection de corticoïdes, même péritondineuse, il y a une chance sur 50 de rupture totale. Et si vous le faites, vous abîmez l'atrophie tendineuse. Donc, si vous mettez des corticoïdes, informez le patient qu'il y a une grave chance de rupture. Si vous l'informez qu'il est d'accord, il fait ce qu'il veut. Mais quand je discute avec des confrères, ils disent oui, mais on peut quand même pas leur dire. Ça me semble absolument éthiquement inadmissible. Pourquoi on a arrêté de faire des études? Parce que dans le Lancet, en 2010, ils ont montré qu'il y avait une chance sur 50 de rupture. Et la plupart de PEPH ont dit pas de corticoïdes. Clairement, niveau de preuve grade B, encore une fois. Là-dessus, faites ce que vous voulez et on observe encore énormément d'infiltration de corticoïdes. Le travail excentrique, niveau de preuve grade A, ça marche. Et pourquoi, en général, les tendons et les tendinopathies perdurent et les patients ne sont pas soulagés? Parce que, c'est pas fait, c'est pas bien fait, et c'est tout le sujet de mon topo. Et 3, la rééducation. Adaptation des charges, les ondes de choc, j'en parle, et les PRP, j'ai un de mes confrères qui va intervenir juste après. L'idée du protocole de remise en charge, c'est qu'à la fin, le tendon ou bien le muscle ait une solidité supérieure à l'activité physique qu'on lui fasse faire. Donc, si vous faites un protocole de Stanish avec 3 fois 10 répétitions sur une marche et même sur un pied et que vous faites un 10 km, mais déjà courez 500 mètres sur un pied, il n'y a aucun rapport. Moi, je dis comme si vous partez en Chine l'année prochaine, vous avez lu 1 minute le chinois, ouais, c'est le début, mais il n'y a aucun rapport, on s'en fout. Il y a vraiment aucun rapport. Il faut que le tendon soit plus solide que ce qu'on lui fasse faire. Et du coup, ça nous donne quoi sur un tendon d'Achille ou sur un tendon rotulien? On a vu l'équipe de Bordeaux-Bègles, mais combien ils mettent en presse? Et c'est du 200, 220 kilos. Donc, quand ils reprennent le terrain et qu'ils ont ça, en presse, il faut mettre 200 kilos. Donc, en fait, quand on est sur poids du corps, on n'y arrive pas. Sur des presses, en squat, ils ont 120, 140 kilos sur le dos. Juste pour marquer le coup, moi, je me suis pété le triceps sural. Je suis un jeune de 43 ans, je pèse 65 kilos, je fais un peu de footing, j'ai arrêté l'ultra trail, j'en fais plus trop, je fais un peu d'elliptique. J'ai mis sur un pied 65 kilos sur mon dos. Ma femme, elle pèse 55 kilos, elle fait du trail en compétition, elle n'est pas mauvaise, elle fait des reps en squat de 80 kilos. Ma fille, elle est pilier à Bordeaux-Bègles, elle est en terminale et elle met 120 kilos sur la presse. Donc en fait, quand vous avez 10, 15, 20 kilos, bien sûr que vous n'êtes pas guéri et bien sûr que votre résistance du tendon, elle n'est pas bonne. Donc en consulte, demandez combien de kilos. Alors sur les études, vous allez retrouver des ordres de grandeur. Attaquant, en D1, il faut tant de charges sur isocinétisme. Et c'est ça qu'il faudra mettre. Mais du coup, ayez des ordres de grandeur. Et 10, 15, 20, 30, 40 kilos, globalement, pour un sportif, c'est peanuts. À la limite, pour une dame de 60, 65 ans qui met 10, 15, 20 kilos et qui veut se promener sur le front de mer ou qui veut faire un petit footing ou un 10 km d'Odyssée, on est à peu près ça. Et du coup, votre boulot pour guérir les tendinopathies, ça va être ça. Ça va être avoir des ordres de grandeur des charges. Donc, bien sûr que ça marche. Ça, et du coup, il y a quand on a des bons ordres de grandeur, action sur la structure. Ça augmente le nombre de sarcomères en série, ça renforce l'armature conjonctive, ça augmente l'amplitude d'étirement de manière au moins tout le temps supérieure ou au moins égale aux étirements. Donc, rajouter des étirements au travail excentrique n'a pas d'intérêt. Du coup, il y a bien eu le protocole de Stanish, mais je vous en ai parlé. Et pourquoi le protocole? Bon, du coup, il a eu le mérite de le décrire. Mais du coup, il a fait 3 fois 10 répétitions. Si ça fait pas mal, on augmente la vitesse. Ça fait pas mal, on augmente la vitesse. Ça fait pas mal, on augmente la charge, etc. Mais juste à dire ça, on arrive avec souvent... Du coup, bien sûr, il faut augmenter la charge. Si à la fin, on se retrouve avec poids du corps plus 80 kg sur quelqu'un qui fait des footings ou des 10 km, ça passe. Mais en général, on l'a pas. Et ça a été bien montré par de nombreuses études que l'observance, elle n'est pas bonne et que la charge, elle n'est pas bien mise. L'intérêt d'Alfredson, déjà, c'est qu'il a fait 2 fois 15, genou fléchi, genou tendu. Et du coup, pareil, on augmente la charge. Il n'a pas mis les étirements. Encore une fois, ça peut se discuter. Mais je pense que dans ce cadre-là, ça ne sert à rien de rajouter des étirements. La glace, on en a parlé. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Et déjà, quand on compare Stanish à Alfredson,
Donc c'est matin et soir, genou fléchi, genou tendu, 3 fois 15 pendant 3 mois. Le score VISA, qui est le score fonctionnel et qui est le meilleur moyen de regarder l'efficacité et de faire le suivi de vos patients, parce que l'échographie n'est pas un bon moyen. On sait que le Doppler est corrélé à la douleur, mais s'il y a du Doppler, demandez-vous est-ce que vous avez mal, faites une EVA, et puis voilà à peu près ce qu'il en est. C'est à peu près le seul intérêt sur une tendinopathie corporeale. Encore une fois, vérifier s'il y a un conflit, ça peut servir, ou d'autres types de choses. Du coup, faites le score VISA. Et on voyait qu'avec Alfredson, ça marchait mieux. Et du coup, sur cette étude qui date de plus de 10 ans, ils ont fait une étude d'abord où ils ont fait faire le protocole d'Alfredson sur une tendinopathie d'Achille. L'écho, en gros, ça n'a rien changé. On peut tout lui faire dire à l'échographie. Et 5 ans plus tard, on voyait que au bout d'1 an, au bout de 6 mois, donc au bout de 3 mois, ça allait mieux. Le score VISA était nettement augmenté. Au bout d'1 an, il était franchement augmenté. Il pouvait refaire du sport. Et au bout de 5 ans, il était bien augmenté. Donc, quand c'est fait, ça marche et c'est guéri à tout jamais. Le problème, c'est que c'est pas fait. Alors, Alfredson, il a fait des études et du coup, il a montré que ça marchait bien. Il y avait en gros 90% d'efficacité sur cette étude sur les tendinopathies corporeales, mais sur les anthésopathies, il voyait que ça marchait pas très bien. Quand on se met sur une marche, et on se met en hyperflexion dorsale. Et il s'est dit, de toute façon, allez, je mets toutes les anthésopathies dans le même sac. Et en effet, on peut démembrer ce qui est un vrai Haglund. Alors, bon, les radiologues ou les chirurgiens, pour les caricaturer de manière un peu méchante, ils vont regarder que la radio et ils vont vous dire le Haglund, c'est une morphologie osseuse, mais en réalité, c'est bien une tendinopathie avec un conflit. C'est là où on peut céder de l'échographie et vérifier si le rebord postéro-supérieur du calcanéum est en train d'inciser la partie profonde du tendon d'Achille. Du coup, on essaie de démembrer un peu, regarder si potentiellement il y a un conflit et adapter les choses. Mais globalement, sur les anthésopathies, il voyait que ce protocole très excentrique ne marchait pas. Après, il l'a fait sur le sol, donc il évite l'hyperflexion dorsale pour éviter le conflit, et il voyait que les résultats, au lieu d'avoir bien moins d'un tiers de satisfaction, il avait plus de 2 tiers. Et globalement, maintenant, ça ressort bien que les anthésopathies, qu'il y ait un conflit ou pas trop de conflit, où on peut démembrer, là, mais éviter l'hyperflexion dorsale est un bon conseil. Donc, si on regarde, enfin, pas besoin de faire, on peut faire des revues de la littérature, mais j'allais dire, moi, je suis médecin du sport depuis 2011-12, je suis arrivé. Au début, je regardais toutes les études et je m'étonnais de l'efficacité qui était majeure. On regarde toutes les... Là, j'ai juste repris, il y a plus de 90% d'efficacité de travail excentrique. En gros, ça marche, oui. Pardon, je te coupe, mais on ne parle pas du tout de pliométrie. Parce que quand même, on ne parle pas du pliométrique pour le moment, parce que la pliométrique, ça augmente les charges. Mais vers la fin, je veux dire, si on veut la remettre à la course à pied, il y a des... À la fin, en fait, si tu fais de la plio, tu augmentes tes performances aux courses à pied. Tu n'as pas fait cicatriser ton tendon. D'accord. Okay. Donc seulement de l'excentrique chargé et après c'est bon, tu peux aller recourir, ça suffit. Non, parce que tu fais seulement de l'excentrique. On me demande pour la plio, mais je vais venir dans les topos qui suivent. Si tu fais de l'excentrique, ton tendon est solide. Ouais. Mais du coup, tu n'as pas de contrôle moteur, tu n'as pas d'efficacité, tu n'as pas de performance. Ta performance, elle n'est pas bonne. Du coup, il faudra repasser quand même à la pliométrie avant de nous dire... tu fais de la plio pour améliorer tes performances sportives. Là, en fait, tu parles uniquement de la guérison. Je parle de la guérison tissulaire du tendon. Du coup, et en effet, bien sûr qu'il faut, du coup, si on veut guérir le tissu tendineux, on fait de l'excentrique. Et il n'y a que l'excentrique qui permet de guérir le tissu tendineux. Mais alors, en effet, c'est être un mauvais médecin. C'est le chirurgien qui opère le médecin qui dit tu ne prends pas en compte le facteur psychologique, tu ne prends pas en compte s'il fait des études, tu ne prends pas en compte s'il fait du foot ou voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est pour le démembrer. Parce que si tu dis, il paraît qu'il y a un peu tout qui marche, un peu de mésothérapie, un peu de pliométrie, un peu d'orthèse et tout, tu es paumé. Seul l'excentrique permet d'avoir des contraintes tissulaires sur le tendon d'ailleurs, puisqu'en fait, le concentrique rapproche, on va dire, les fibres actines-myosines, les dépenses de l'énergie et du coup agit sur la structure contractile myotendineuse. Et l'excentrique, en retenant l'étirement, agit sur les structures dites en série, en gros le cytosquelette et puis le tissu conjonctif et les aponevroses, et enfin en parallèle, pardon, et en série, donc le tendon. Et du coup, ce qui donne des contraintes sur le tendon, c'est l'excentrique. Et ce qui donnerait des contraintes sur le tendon dans la pliométrie, c'est la phase excentrique. Je parle de tendinopathie, donc je parle de l'excentrique. Et du coup, l'intérêt du HSR, le HSR, du coup, c'est le Heavy Slow Resistance, où en fait, là, ce qui se passe,
Pourquoi on voit que ça marche mieux? Je vous la fais courte. C'est parce qu'en fait, on demande aux sportifs, calcule ta ARM. Il dit, mais c'est quoi la ARM? Du coup, on est obligé de calculer la charge. Du coup, on calcule la charge maximale qu'on peut mettre sur une répétition. C'est ça la ARM. Du coup, en gros, on fait des reps, on met un certain poids, on fait des pourcentages, on calcule. Et à partir de là, on est parti pour 3 mois. Et du coup, on met d'abord, en gros, 3 fois par semaine, on peut faire 15 répétitions, et puis après 12, et puis après 10, et puis après 8, et puis après 6, en augmentant petit à petit la charge. Et à la fin, on s'aboutit à des grosses charges. Et du coup, in fine, quand on compare du coup le HSR à Alfredson ou à Stanish, on a une efficacité au moins égale, en fait, quasiment toujours supérieure sur le score fonctionnel, sur la résistance biomécanique. En plus, le HSR, il est 2 fois par semaine, donc ça met moins de temps. Donc l'observance est meilleure, même si ça peut se discuter. Pareil, il y a eu des études microscopiques qui ont été faites. Et après un protocole, notamment Resistance, on a une normalisation de ce qu'on observe au microscope sur des tendons. Et quand on compare du coup corticoïde à excentrique, et c'est pour ça que dans la littérature, vous verrez versus HSR. Pourquoi? Parce que le HSR, ils mettent 3 secondes en concentrique et 3 secondes en excentrique. C'est facile. Et ils font on peut varier les vitesses, c'est plus logique de varier les vitesses. On peut varier les vitesses. Le problème, c'est de se perdre dans un discours où à la fin, personne ne comprend rien. Parce que quand on renforce la vitesse rapide, en fait, on est fort à vitesse rapide. Et quand on renforce la vitesse lente, on est fort à vitesse lente. Mais globalement, si on fait que de la vitesse lente, ça marche pour renforcer et du coup soigner la structure tendineuse. Du coup, on peut se limiter à vitesse lente et on peut faire que de l'HSR. Ils font 3 secondes concentriques, 3 secondes excentriques, ils auront que les charges. Et du coup, là, sur cette étude, ils voyaient que HSR était un tout petit peu supérieur à l'excentrique. Et du coup, les corticoïdes, alors en effet, à court terme, ça diminue les douleurs. Et après, en fait, les douleurs sont soit pareilles, soit pires. Et en tout cas, ça a fragilisé le tendon, c'est indiscutable. Et je vous dis, dernier article du Lancet qui ont pu publier, c'était un patient sur 50 qui a une rupture totale. Et là, c'est ce qu'on voit, les corticoïdes, après, même au niveau fonctionnel. Donc, en fait, si vous êtes arrivé en fin de carrière et que la carrière sera dans 3 mois et que vous n'avez rien à foutre de votre tendon, à la limite, vous pouvez discuter en lui informant qu'après, il y a un risque de rupture. Sinon, même la performance et la douleur après des corticoïdes, après 3 mois, s'aggravent et sont pires qu'avant les corticoïdes. Donc, si vous faites des corticoïdes, informez les patients pour voir ce qu'ils veulent. Du coup, on a bien Stanish, on a Alfredson, on a Silbernagel, c'est celui qui était le plus étudié parce que probablement que c'est un grand chercheur, il a beaucoup étudié des choses. D'ailleurs, il fait partie des auteurs dans les méta-analyses. Du coup, il a beaucoup étudié. L'intérêt de Silbernagel, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'au début, on commence light et les gens qui ont un peu peur, ça permet de faire, même sur une chaise, des flexions-extensions d'orteils et c'est relativement intéressant. Et ça permet, en fait, de faire du copier-coller exactement ce qu'il en est. Et le HSR, on en a parlé. Donc, quand on fait revue de la littérature, qui date depuis plus de 10 ans, c'est pour ça que vous voyez des fois des protocoles, ils disent mixte, concentrique, excentrique. Mais c'est bien l'excentrique, je me répète, qui favorise. En fait, le concentrique met très peu de contraintes sur le tendon. Du coup, c'est bien la phase excentrique qui met des contraintes sur le tendon, donc parlons de l'excentrique. Et c'est pour ça que des fois, ils comparent les protocoles mixtes aux protocoles excentriques, mais c'est tout excentrique. Du coup, en gros, ils comparent Stanish Alfredson à HSR. Ça marche, au moins aussi bien. Alors du coup, qu'est-ce qui marche le mieux? Voilà. Bon, ça fait 2-3 ans qu'ils ont fait une méta-analyse, mais ça se voyait, si je puis dire, si on avait lu les études. Est-ce qu'il vaut mieux mettre de la charge, donc ce qui s'appelle intensité? La charge, c'est ce que j'appelle les poids sur le dos quand on met des haltères ou la charge sur un élastique, etc. Voilà. Ou le volume, par exemple le nombre de séries fois le nombre de répétitions, ou la fréquence, combien de fois par semaine, pour toutes les tendinopathies, et puis les modalités de contraction, qu'est-ce qui marche le mieux? Mais du coup, ce qui marche le mieux, c'est la charge. Du coup, j'ai traduit en français. Les exercices de résistance d'intensité supérieure impliquant l'utilisation de charge externe, haltères, bonne résistance, sac à dos, machine de musculation, étaient systématiquement plus efficaces pour améliorer les résultats. C'est clair. Et alors, la fréquence est inférieure parce qu'en fait, c'est comme en muscu. Si vous mettez 2 fois par jour avec des grosses charges, et puis le truc, c'est que le HSR a pris le dessus et ils disent 3 fois par semaine. Du coup, on aboutit sur des basses fréquences. Et au tout début d'une tendinopathie, quand les charges sont minimes parce que ça fait trop mal, on peut le faire un peu régulièrement. Mais du coup, en gros, si vous mettez des faibles charges et que vous diminuez la fréquence, vous n'aurez pas une efficacité supérieure.
Mais comme vous mettez des grosses charges, il faut, en gros, vous pouvez mettre, comme le HSR, tous les 2 jours. Et le volume, inconclusive, ça veut dire, même si vous augmentez, vous faites 10 séries de 50 répétitions, ça ne changera rien. Ça ne marchera pas mieux que 2 fois 10. Alors là, méthode Delphi, expert, on prend les experts, on les interroge, on leur demande est-ce que vous êtes d'accord et qu'est-ce que vous en pensez dans le monde entier. Eh bien, les cliniciens, en gros les experts internationaux, ils disent qu'en effet, d'abord, on privilégie l'intensité de la contraction. Donc l'avis des experts va avec les preuves scientifiques, c'est clairement l'intensité, clairement la force. C'est clairement ça, donc à partir de maintenant, quand vous avez une tonipathie corporeale, mettez de la charge et vous guérirez les gens. Donc vous êtes obligé de poser la question. C'est pas oui, vaut mieux. Vous êtes obligé de poser la question. Et en effet, la plupart des kinés ne le font pas. C'est pas pour là, c'est pas fait. Donc il faut que ce soit fait, il faut que vous interrogez. Sinon, il ne sera pas guéri. Et pour les tendinopathies d'insertion, évitez l'hyperflexion dorsale dans les premières phases de rééducation. Oui. Pour l'insertion, on va faire pareil ce travail de charge maximale, mais juste on ne va pas aller donner sur plat, sur un plat. Ouais, exactement. Pour les anthésopathies, notamment d'Achille, on va éviter l'hyperflexion dorsale. Donc, par exemple, sur le sol, ou bien, en fait, si on peut même prendre une presse, en fait, et puis, du coup, faire un travail de cheville en flexion-extension sur presse avec genou tendu ou genou semi-fléchi, si on veut, par exemple, ou de mollet, on évite l'hyperflexion dorsale. C'est la question qui m'a été posée. Et, encore une fois, pour ne pas oublier les épiconiens latéraux, alors bien sûr, c'est un gros sujet sur le travail. C'est avant tout une maladie professionnelle, on va dire, ou une problématique de travail que de sportif. C'est pour ça que ça s'appelle plutôt Castor Elbow. Mais quand même, croisier, d'ailleurs que certains, c'est bien dans ça. Non, alors d'abord, rien qu'avec l'étude là qui a été faite il y a plus de 15 ans, 3x15 avec ce type de... Du coup, ils font de l'excentrique en fait. Du coup, les épiconiens latéraux, ils sont supinateurs et ils font une flexion dorsale de poignet. Du coup, en faisant une résistance de pronation et de flexion plantaire, ils aboutissent sur, versus un groupe contrôle, une amélioration de douleur de 80 versus 22%. Une amélioration de la force de 79 versus 15%, et une amélioration du dash de 76% versus 13%. Donc en fait, ce truc, ça marche quoi. Et ça marche bien à court terme, à moyen terme et à long terme, et ça évite la récidive. Donc faites vraiment, et d'abord ça. Et comme Croisier l'a fait sur isocinétisme, là on est obligé de le faire, on programme la machine, l'observance est bonne, et on aboutit sur une EVA. Au lieu d'avoir sur un groupe contrôle une EVA à 5, on a une EVA à 1. Donc, encore une fois, ça marche. Et toutes les études vont en ce sens. Alors, l'isométrique, c'était à la mode il y a 4-5 ans. Dès que je finissais un topo, on dit « Ah, mais l'isométrique, il paraît que ça marche aussi bien. » Voilà. Alors, aucun rapport. Aucun rapport. L'isométrique permet une antalgie très importante à court terme. Donc, l'excentrique permet une cicatrisation en plusieurs semaines du tendon qui est abîmé et donc à une guérison de la structure tendineuse. La glace permet une antalgie 1 à 2 heures et l'isométrique permet une antalgie 45 minutes à 1 heure extrêmement importante. Donc, ce n'est pas du tout sur le même plan. Et les contraintes sur le tendon sont bien inférieures à l'excentrique. Donc, ni vous l'abîmez, ni vous le soulagez, vous permettez une antalgie à court terme. Donc, c'est ce qui a été montré et extrêmement bien. Par exemple, sur cette étude, chez des volleyeurs, une contraction, donc isotonique, ça va être concentrique excentrique, va permettre, comme il y a un mouvement, une petite antalgie en bas à gauche, avec une EVA, au lieu d'avoir mal chez des volleyeurs sur une tendinopathie rotulienne à une EVA à 6, ils ont mal au bout de quelques minutes à 4. Et quand on fait de l'isométrique, donc une contraction isométrique, par exemple la chaise, voilà, ils ont une EVA quasi nulle, ils ont plus mal. Du coup, ils peuvent faire le match de volley s'ils veulent. Et quand on regarde les méta-analyses, c'est ce qu'ils disent. Les contractions isométriques, donc ils vous donnent des modes de contraction ou des exemples, permettent une antalgie. Et du coup, on regarde quand ils jouent au volley après une contraction isométrique, ils ont plus mal. Alors, comment on fait les contractions isométriques? Par exemple, j'ai repris un exemple sur une étude là, de 2020.
qu'on fasse 24 séries de 10 secondes ou 6 séries de 40 secondes, on aboutit à peu près à la même efficacité. L'efficacité étant, je me répète, une antalgie à court terme. Extrêmement importante. Le VA, au lieu d'avoir, elle est à 7 ou 6, elle passe à 0. En gros, on n'a plus mal. Et alors là, je veux bien comparer au TENS ou à la mésothérapie ou quoi que ce soit. En effet, c'est extrêmement important. Donc, conclusion, les exercices isométriques sont plus efficaces durant la période compétitive pour soulager les douleurs à court terme, alors que HSR ou l'excentrique apportent une immersion à la douleur, une immersion à la fonction à long terme. Donc, en gros, si vous alliez en NBA, si je puis dire, vous n'allez pas lui annuler les matchs parce qu'il est en train d'avoir. Eh bien, avant les matchs ou avant la rééducation, vous faites de l'isométrique. En effet, il va jouer. Et pendant l'intersaison, d'ailleurs, en fait, quand on fait... Alors, c'est là, pour vous donner des ordres de grandeur, en NBA, ils avaient essayé de faire des protocoles de travail dits excentriques pendant la saison, pendant qu'ils jouaient sur une tendinopathie rotulenne. En gros, il n'y a pas d'efficacité, il y a trop de charges. Mais quand ils font à l'intersaison, ils font pas rien, ils font un peu de vélo, un peu, même beaucoup plus que ce qu'on est en train de faire, nous. Et bien, du coup, là, ils arrivent pendant, même en 6 semaines, à avoir une amélioration de la cicatrisation. Je regarde un peu l'heure. Ah oui, du coup, j'ai insisté sur le principal message. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc bien sûr, il faut faire du renforcement, c'est strength, de la structure non ise, mais bien sûr, il faut faire du contrôle moteur. Si vous faites que de travail excentrique chez le joueur en NBA pendant 3 mois, plus du vélo, quand il reprend le basket, il va être nul au basket, on est d'accord? Donc, point barre, c'est à ça que ça sert la plio et le contrôle moteur. Ça sert à être bon au basket, mais c'est une évidence. Et c'est un peu notre rôle aussi, mais en tant que médecin, est-ce que c'est notre rôle en tant que kiné? Voilà, mais c'est le boulot du préparateur physique et du réathlétiseur. Du coup, on peut l'être un petit peu, bien sûr. Mais du coup, le réathlétiseur, il sait ce qu'il fait. Et le sportif, il sait qu'il faut faire du basket pour être bon au basket. Du coup, on fait du contrôle moteur, bien sûr. Et du coup, on aboutit à une meilleure fonction. Bien sûr que le basketteur qui, à la fin, fait de la plio et fait du contrôle moteur, il est meilleur au basket. Et du coup, sa fonction est meilleure. Donc d'abord, on peut soulager la douleur quand on a trop mal. Bien sûr que si on a méga mal le soir, on va mettre un peu de glace et tout. Ça me semble une évidence. Faut-il insister dessus? Ensuite, on fait du renforcement de la structure tendineuse, et j'ai insisté dessus. Et du coup, on met des charges qui correspondent aux charges que va mettre le sportif. Après, on fait du fonctionnel, du coup de la plio, du contrôle moteur, et c'est comme ça qu'à la fin, on a la meilleure fonction. Du coup, si on compare que de l'excentrique avec d'abord de l'isométrique, puis de l'excentrique, puis de la plio, eh bien, la fonction in fine va être meilleure quand on fera isométrique, puis excentrique, puis plio. Et après, pour éviter la récidive, on adapte les charges parce que ça dure plusieurs mois. Faut pas rêver, faut pas dire moi les autres médecins, les autres kinés, ils étaient nuls et moi j'ai abouti à une rééducation en 3-4 semaines parce que j'ai le traitement magique. Non, non. On sait que ça récidive. Et du coup, il faut continuer à faire de l'excentrique ou quand on ne sait pas trop, mais par exemple, soit pendant 6 à 12 semaines, 3 fois par semaine, soit une fois par semaine tout le temps. Bon. Alors, ça rejoint autre chose. Ça rejoint en prévention des blessures, tout type de blessures confondues, ce type de méta-analyse, où en prévention des blessures, les étirements sur les méta-analyses, ça ne change rien aux blessures. L'équilibre, en gros la proprio et les multicompétences sur tout type de blessures, ça diminue d'un tiers les blessures. Et le renforcement musculaire chez les sportifs de haut niveau versus pas de renforcement musculaire, donc c'est là où les sportifs de haut niveau, pas de renforcement musculaire, ils font des fentes, des squats, des machins, mais ils mettent pas de charge, pas assez. Et bien du coup, faire du renforcement, donc en gros, si je puis m'exprimer ainsi, avec des fortes charges, c'est 2 tiers, en fait, c'est moins 1 tiers de blessures, c'est moins 50% de blessures macrotraumatiques et moins 2 tiers de blessures microtraumatiques. Donc voilà les ordres de grandeur et voilà ce qui marche. Donc mettez des charges. Et après, comment est-ce qu'on reprend? Rapidement, j'évoque cette étude qui a été faite sur les blessures des coureurs, c'est tout type de blessures. Mais du coup, ils ont essayé de regarder parce que c'est ce qu'ils faisaient. Soit ils étudiaient en gros une séance, l'augmentation à charge sur une séance versus ce qu'ils faisaient dans les 30 derniers jours, ou alors une semaine versus ce qu'ils faisaient dans les 3 semaines qui précédaient, ou alors est-ce que d'une semaine à l'autre, ils augmentaient les charges. Et là, ils ont montré que les blessures, c'était chez le coureur plutôt un jour par rapport à ce qu'ils faisaient dans les 30 derniers jours. Mais ça fait l'objet de nombreux débats. Enfin, pour vous dire que à la fin, il va falloir se soucier de la charge. Et en tout cas, ce qui ressort
depuis des années, c'est que augmenter sur ce type de critères de 10% la charge, on augmente le risque de blessure, de 30% on l'augmente de manière majeure et de 50% de manière terrible. Donc si vous faites 10 km par semaine et vous passez à 20, l'augmentation est de 100%. Donc c'est de 10% qu'il faut faire, soit d'un jour à l'autre. Donc augmenter de 10%, pas plus de 10%. Augmenter pas plus les charges, quelle que soit la complexité d'étudier à charge, c'est compliqué, mais augmenter de 10%. Du coup, si vous augmentez, vous dites, vous faisiez 10 km, 10%, c'est 11 km. Vous faisiez tant de sport, 5 heures par semaine la semaine dernière, cette semaine, augmentez de 10%, 5 heures et demie. Sinon, si vous augmentez de 30%, le risque de blessure est majeur. De 50%, quasiment systématique. C'est à ça que ça sert les pourcentages. Donc, augmenter progressivement. Là-dessus, les AINS, alors en effet, dès quelques jours d'AINS, ça diminue. Même là, ils ont pris des sportifs, ils ont mis... Du coup, l'intérêt, c'est de faire une biopsie sur le tendon rotulien. Mais du coup, ils ont fait une course de 36 km chez des coureurs. Et biopsie avant-après, on voyait que le tendon était plus solide après une séance de course à pied. Et ceux qui étaient soumis à 7 jours d'AINS, parce qu'on est pure courte, ils étaient moins solides. Donc même quelques jours, ça diminue la solidité tendineuse. En plus, on est en automédication, mais c'est extrêmement fréquent. Extrêmement fréquent. C'est pas bon pour le rein, c'est pas bon pour les troubles électrolytiques cardiovasculaires, c'est pas bon pour l'hypermobilité intestinale et troubles gastro-intestinaux, grand facteur de... Oui, pardon, on m'interrompt sur une question, ouais. Mais ça va diminuer la structure, enfin la solidité du tendon combien de temps après la prise des AINS? À tout jamais, mais un tout petit peu. À partir du moment où on prend des AINS, ça empêche la cicatrisation tendineuse. C'est catabolique, ça donne des troubles fonctionnels et structurels et ça diminue la performance. C'est-à-dire que je me suis fait ma revue de la littérature sur les performances, notamment en course à pied. Aucune étude ne montre que ça diminue la douleur en sport. Aucune étude ne montre que ça diminue la douleur en sport, je me répète. Guillaume Millet m'a dit l'inverse, je lui ai bien répété, je lui ai envoyé toutes les études qu'aucune étude ne diminue la douleur en sport. Donc vous le dites aux sportifs, ça ne diminue pas la douleur. Aucune, il y en a plein, aucune. Et elle diminue soit pas, soit elle diminue la performance. Donc ça, en moyenne, ça diminue la performance. Donc le sportif qui n'en a rien à faire de sa santé et du long terme, il ne diminuera pas sa douleur et il va diminuer ses performances. Comme je suis le médecin de l'antenne médicale de prévention du dopage, on me dit oui, mais je suis scientifique et du coup, je fais semblant de taper dessus, etc. Non, j'ai juste lu toutes les études. Donc, il n'y a rien à y gagner. Ça, c'est ce qu'on trouve en automédication, c'est majeur, tout le monde en prend plein. Et c'est bien sûr pas conseillé pour les tendinopathies, c'est pas conseillé pour les fractures de fatigue, ça fragilise l'os, et c'est pas conseillé pour les lésions musculaires, ça fragilise le muscle. En plus, les AINS et les corticoïdes diminuent l'action des ondes de choc. C'est clair, c'est net, c'est sûr, c'est certain, sur des modèles animaux, sur des modèles humains, etc. Et soit cliniquement, chez l'être humain, on ne voit pas la différence, soit on la voit. Et ça empêche et ça annule l'action des PRP. C'est pareil sur des tendons humains, animaux, sur des modèles in vitro. Ça annule totalement l'action des PRP au niveau biomécanique, au niveau de la structure. Par exemple, là, ils avaient pris des souris, ils leur avaient abîmé un petit peu le tendon d'Achille. Ils ont fait soit PRP et ça favorise la cicatrisation tendineuse, soit ils les laissaient libres dans des cages et les PRP souris libres dans la cage, ça favorise la cicatrisation tendineuse. Quand ils mettent des charges un peu particulières, ils arrivent à mettre des contraintes excentriques sur la souris, ça marche encore mieux. Ouais, ils y arrivent. Et quand ils rajoutent de la toxine botulique qui empêche la contraction musculaire, alors les PRP n'ont pas d'efficacité. Donc après PRP, rajouter du travail excentrique. Donc d'abord, on fait travail excentrique. Si on n'y arrive pas, les spécialistes peuvent dire « Ok, on rajoute du PRP ». Et si on rajoute encore du travail excentrique au PRP, l'efficacité est encore meilleure. Et d'ailleurs, ce sont les recommandations. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Donc il faut le faire. Sinon, les PRP marchent moins bien. Ouais. Moi, en tant que kiné, quand même quelques temps qu'on charge pas mal pour être en tendinopathie et qu'on va dans l'excentrique, mais du coup on va dans la douleur, c'est un peu flou.
Moi, j'ai rien vu sur comment dire, on accepte jusqu'à quel niveau on l'accepte. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que sur le moment qu'il est mal pendant l'exercice, ok. Mais par exemple, s'il a mal le lendemain, est-ce que c'est encore ok? Jusqu'à combien de temps? Voilà, on me demande sur quel niveau de douleur on accepte. Ben là, il faut du bon sens clinique et essayer d'augmenter les charges. Il y a des patients qui sont prêts à accepter. Oui, c'est ça. Bon, bah en gros, il est en train de faire un travail excentrique et puis du coup, il est en train de boiter, il boite de plus en plus. On se retrouve un mois, il est au lit. Et puis du coup, en fait, voilà, Sans ajouter un mois. Bah en fait, C'est ce que je voulais savoir. C'est une question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans la littérature par rapport à ça ou non, ça reste du bon sens? j'ai pas de bons conseils généraux. Votre bon sens clinique et votre relation au patient et le savoir. Ça. Ce que je dis en consulte, c'est faites pas ce qui aggrave les douleurs au fil du temps, mais mettez bien de la charge. Et en rééducation, quand on compare les trucs, on sait qu'avoir une VA à 6 ou 7, souvent c'est bien, ouais. Mais en effet, à un moment, on peut mettre trop de charge. Enfin, sur de l'excentrique à vitesse lente, on peut se poser la question. Sur le muscle, vous aurez des cours. C'est le premier facteur de handicap fonctionnel. Bon, voilà, je veux pas. Les cours, vous les aurez. Le risque de récidive est majeur. Les facteurs de risque de récidive, c'est des ruptures complètes, bien sûr, ou une rééducation mal faite. Vous aurez des cours, hein, vous aurez 1h30 de cours. Je me dépêche parce que j'ai plus que quelques minutes et je vais essayer d'enchaîner. Elles sont classées, par exemple, je vais emprunter des termes un peu vulgairement, en douleur musculaire post-effort ou courbature, ça c'est voilà, phase physiologique. Contracture, soit qui sont des contractures qui viennent du muscle en lui-même ou qui passent par le motoneurone et par la moelle épinière, ce qu'on appelle des contractures, soit des ruptures partielles ou des ruptures complètes. La rééducation, d'abord, bien sûr, elle est globale et analytique. Non, pardon, elle est analytique et simple. Et petit à petit, elle va devenir globale et axée sur la performance. Et on fera un peu de tout. Bien sûr, on fera un peu de proprio, un peu de renforcement, un peu de travail cardio, etc. Et si on fait vraiment une revue de la littérature Cochrane, le renforcement peut se discuter. Mais quand on rentre dans les détails, puisque je parle encore du travail excentrique, quand on fait déjà une méta-analyse et qu'on regarde les études bien menées, comparatives, qui ont regardé l'efficacité du travail excentrique pour les lésions musculaires, notamment des ischio-jambiers, on en trouve 4. Sur ces études qui ont été publiées, sur lesquelles souvent, moi qui fais des études, des fois un PHRC c'est 300 000 €, des petites études c'est 10, 15, 20 000 €. Enfin, on est des études, quoi. Du coup, les gars, on les rentre en études, ou les filles, on les rentre dans l'étude. On regarde l'observance de ces 4 études qui ont été publiées dans le BJSM. Sur ces 4 études, il y en a un où l'observance est de 20%. Donc c'est la 4e. L'autre, elle est de 50% et les autres de 90 et de 100%. Pour que ça vous choque, Pascal Edouard, que je connais bien, qui est PUPH de MPR et médecin du sport, il a essayé de faire pareil. Il n'a pas réussi à prouver d'efficacité, mais la conclusion, si vous le lisez, et je me permets d'adapter ses propos, et ça n'engage que moi, il n'a pas réussi à avoir assez d'observance pour avoir une efficacité. Du coup, in fine, la conclusion, c'est pas d'efficacité. Sur les études, vous trouverez donc des scientifiques qui vous disent on n'a pas prouvé d'efficacité. Alors, du coup, je rentre dans les détails. Quand j'ai l'observance de 90% sur cette étude-là et de 100%, bien sûr, c'est efficace. Et vous voyez, intervention 0,25, c'est divisé par 4. 0,5, c'est divisé par 2. Donc, le taux de re-rupture, il est divisé par 2. Donc, l'excentrique, ça marche. Et là, quand on fait des bonnes études récentes, puisqu'on arrive à les retrouver maintenant, j'ai traduit en français, mais globalement, le Nordic Hamstring exercice, le protocole le plus connu de travail excentrique des ischios pour prévenir les lésions ou pour les guérir, la réduction est statistiquement significative et cliniquement significative jusqu'à 50% des blessures aux ischios. L'un, c'est de la traduction. L'un des facteurs pertinents observés dans les études est la faible adhésion et les taux d'abandon élevés, notamment en raison des douleurs musculaires retardées. D'ailleurs, ce protocole a été fait d'abord 1 fois par semaine, puis 2 fois, puis 3 fois,
Parce que pour être méchant avec les footballeurs, ils disent « Ah, mais ça fait trop mal, du coup j'arrête ». Et du coup, l'entraîneur qui dit « Bah ouais, bah, du coup il a mal, du coup j'arrête », ok, du coup c'est pas fait. Donc le taux de blessure est toujours majeur. Et on le voit même au niveau international. J'ai fréquenté des joueurs de foot, de rugby de niveau international où ça n'est pas fait du tout. Du tout. Et dans tous les niveaux, c'est pas fait. Faites-le. Votre taux de cicatrisation, de prévention des blessures va être majeur. Et ça n'est jamais fait. Faites-le et ça marchera. C'est clair. Soit avant, des fois c'est fait dans les protocoles d'échauffement, genre FIFA 11. Après aussi, peut-être pourquoi pas. Et du coup, le FIFA 11+, par exemple, quand il est fait, méta-analyse de 2017, qui date de presque il y a 10 ans, le programme de prévention FIFA 11+, dans lequel, notamment pour les ischios, il y a un exercice sur 12 ou 15, pardon, je sais pas, de travail excentrique des ischios, ça prévient les blessures des ischios de 60%. Donc clairement, c'est le truc le plus efficace. Mais clairement, c'est sûr. Prévention des ischios de 60%. Donc regardez tout ce qu'on va vous proposer dans le traitement. En gros, voilà. Par contre, si vous faites vraiment du travail excentrique et de la préparation physique générale, ça améliore certaines compétences de générale, mais pas des facteurs spécifiques. En gros, si vous faites vraiment un travail excentrique juste avant un match, pour marquer un but, bah en fait, vous serez peut-être un peu fatigué. Donc, le faites pas pile avant des compètes, quoi. Peut-être, du coup, je suis pas préparateur physique, c'est là où il faut s'organiser, mais avant la Coupe du Monde de la FIFA, peut-être arrêter 15 jours, 3 semaines, un mois avant de marquer un but. J'ai pas le temps de rentrer dans les modalités biomécaniques, si ce n'est que j'ai parlé beaucoup de la structure, mais il y a d'importantes sur l'excentrique adaptation neurologique, avec des phénomènes notamment d'inhibition du motoneurone, ce qui permet de me faire dire que c'est probablement un des traitements les plus efficaces contre les contractures, voire les crampes, et contre les courbatures aussi, parce qu'en fait, les courbatures, c'est juste qu'on a mis trop de contraintes sur les structures myotendineuses. Du coup, il s'est détruit, et quand il se répare, ça fait mal et ça fait des courbatures. Et si on avait mis des grosses contraintes, donc de l'excentrique, puisque c'est bien les contraintes excentriques, pardon, je vais me mettre là, qui permettent de mettre le plus de contraintes sur les structures myotendineuses, et c'est bien les contraintes excentriques qui sont les seules à pouvoir mettre des contraintes sur le tissu conjonctif, les aponevroses, donc les structures en parallèle, ou le tendon, donc les structures en série. Donc, ça permet une adaptation, donc ça permet le mieux de prévenir les contractures. Et ça marche au moins aussi bien pour l'augmentation d'amplitude que les étirements, tout le temps et beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, certains grands centres de rééducation s'en servent pour gagner en amplitude. Par exemple, après, donc là, il n'y a pas besoin de mettre de la charge, c'est juste de l'excentrique, les phénomènes, on va dire, neuromusculaires. Après des déficits d'amplitude après ligamentoplastie ou après des prothèses de genoux, on peut se servir de l'excentrique. Les courbatures, c'est pas le sujet. À noter que c'est intéressant quand on fait un renforcement musculaire au niveau contralatéral, alors qu'on n'a pas fait de renforcement musculaire, le gain de force est presque d'un tiers. En gros, si je bosse mon biceps d'un côté, de l'autre côté, j'aurai des gains aussi. Bon. Les crampes, c'était au cas où j'aurais du temps et j'en ai pas. Donc, à retenir, le traitement le plus efficace des tendinopathies et des lésions musculaires, c'est vraiment le protocole de remise en charge. C'est sûr. L'excentrique engendre une cicatrisation et un renforcement de la structure, plus des phénomènes neurologiques, ok. C'est bien sûr à intégrer dans la prise en charge globale, rééducation du contrôle moteur, puis plio, et les ondes de choc et le PRP. Importance de la charge. La compliance habituelle est médiocre, c'est vraiment le point central. Pas d'AINS ni de corticoïdes. En effet, les spécialistes pourront me rentrer dedans et on pourra s'amuser à discuter. Mais je donne des discours généraux et j'en observe beaucoup trop, beaucoup trop. Vous pouvez vous amuser à arrêter les AINS du coup. En fait, c'est ce que je fais tout le temps en tant que spécialiste. Et alors, l'excentrique améliore la performance et réduit les DOMS, les courbatures. Voilà, je vais enchaîner sur les ondes de choc. Y a-t-il des questions? Combien de temps il me reste? Je vais me prendre 10-15 minutes pour les ondes de choc.
Bonjour, on a une question en Martinique, s'il vous plaît. Oui, Je voulais savoir du coup ce que vous pensez de la toxine botulique. Dans les il faudra un tout bout d'une consultations. demi-heure sur la toxine botulique. Je pense que la toxine botulique, très rapidement, sur les épicondyliens latéraux, parce que c'est bien la seule indication. Sur le triceps sural, trop peu d'études. Ça fait partie de la recherche. Sur les épicondyliens latéraux, quand même, la plupart des études ont injecté sur le tendon, ce qui n'est pas logique. Mais la plupart des études ont été étudiées sur le tendon. Je vous rappelle, ce qui n'est pas logique, je suis d'accord pour injecter dans le muscle. Ça diminue pas les douleurs d'effort, mais ça diminue les douleurs de repos. Après, c'est de l'ordre du spécialiste. On empêche un peu la contraction. Donc, quand on veut augmenter la solidité, parce que c'est plutôt fissuraire, on a plutôt un sportif qui a mal pendant le sport, on peut lui dire je vais mettre de la toxine et tu n'auras pas mal. Parce qu'un travailleur de force, un boulanger qui bosse 100 heures par semaine ou un bûcheron ou tout ça, si on met de la toxine, pendant 6 mois, les PRP ne seront pas efficaces, le travail excentrique sera plus efficace, etc. Donc, on se dit, bon, ok, on tente le tout pour le coup. Bon, je la fais courte, hein, on peut discuter pendant des heures et c'est ce qu'on fait en fait. En général, c'est des discours de spécialistes, on dit, est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais et tout. Je vous donne un petit avis rapide. Hein. Mais on peut se dire, ok, du coup, c'est une tendinopathie, c'est plutôt le corps du tendon qui est affecté, il n'y a pas trop de douleur inflammatoire, c'est vous avez mal pendant vos activités physiques et sportives et vous voulez ne plus avoir mal pendant vos activités physiques et sportives. Et globalement, sur les études, la toxine botulique, ça soulage les douleurs, mais les douleurs de repos après les activités. Donc, vous êtes bûcheron, vous voulez reprendre votre boulot. Vous êtes joueur de NBA, vous voulez pas avoir mal pendant le match. Donc, constante, travail excentrique, plus PRP, plus onde de choc, tout ça, ça favorise la cicatrisation. Et quand on est à bout, on dit, OK, on a tout tenté, on se fait de la toxine botulique, mais en gros, ça sert plus à rien de faire des PRP, des ondes de choc et du travail excentrique. Il fallait avoir tout donné avant. Voilà un petit avis. Et du coup, si c'est plutôt inflammatoire, si c'est plutôt des douleurs, je travaille, mais à la fin de ma journée, j'ai mal un peu le soir, etc. Là, la toxine, ça peut être relativement efficace, mais ça sert à rien. Enfin, du coup, on va pas faire toxine. C'est quelque part soit toxine, soit travail excentrique, onde de choc PRP qui vont ensemble. Voilà. Et là, vous avez une demi-heure juste après, d'ailleurs, voir tout de suite. Donc, je viens sur les ondes de choc. Et les ondes de choc, encore une fois, comme je viens de l'exprimer, travail excentrique, ondes de choc et PRP, c'est des trucs qui améliorent cliniquement les choses et qui sont synergiques. On pourrait tout mélanger, mais à la fin, ce n'est pas vraiment ce qui marche. Donc, les ondes de choc, Zoom. Je vais partager, je me mets sur Zoom, partager. Topo, voilà, partager celui-là. Je partage mon topo sur les ondes de choc et je vais essayer de faire vite et d'insister sur les poids principaux, puisque en effet, maintenant que j'ai mis les pieds dans le plat, ça va être pareil pour les ondes de choc, ça marche et c'est très souvent mal fait. Je mets en diaporama. Et c'est pour ça qu'on n'observe pas trop d'efficacité et j'ai beaucoup de retours, genre je fais des ondes de choc et après je regarde si le patient va mieux 2 jours après et du coup s'il va pas mieux je continue les ondes de choc. Mais bien sûr que non. Quand vous avez une sinusite et que vous êtes médecin, vous dites pas allez je te mets de l'amoxicilline et puis je regarde demain si tu as toujours mal au sinus, j'arrête l'amoxicilline. Pareil, les ondes de choc ça marche. Donc ça marche. Et s'il a mal 6 mois après, il a moins mal que si vous n'en aviez pas fait parce que statistiquement ça marche. Donc est-ce qu'il faut en faire? Oui. Parce que vous savez que ça marche. Donc, qu'est-ce que c'est les ondes de choc extracorporelles? Et du coup, il faut apprendre comment ça marche. C'est comme les antibiotiques. C'est pas, j'ai mis de l'amoxicilline et puis je trouve qu'il faudrait peut-être mettre 200 mg ou peut-être 800. J'en sais rien, je demande aux patients si ça marche, mais j'ai eu des bons retours. Vous connaissez la dose, vous l'avez apprise. Et bien là, c'est pareil. Vous apprenez la dose, vous l'appliquez et in fine, ça marche. Donc, c'est quoi les ondes de choc extracorporelles? En fait, c'est de la lithotricie. Donc, c'est ce qu'on a fait pour c'est les calculs rénaux et biliaires. D'ailleurs, moi, quand j'étais interne en 2010 à Rennes, je vous raconte une petite anecdote, mais qui va vous montrer ce que c'est. On allait prendre la machine de lithotricie, on regardait sous échographie et on faisait 2 Hertz. Donc, en fait, on avait 2 coups par seconde avec ma chef de MPR à Rennes. Et c'était long.
parce qu'on faisait 2000 coups à 2 Hertz, vous calculez, du coup on avait le temps de raconter notre vie, elle avait le temps de m'expliquer pourquoi ça marchait. Pourquoi je dis ça? Parce que plus on met de fréquence, moins on a d'énergie. Et plus on met d'énergie, plus ça marche. Et les bases d'énergie ne marchent pas. Et en général, on a des bases d'énergie. Donc la lithotricie, c'est bien ce qu'on fait, c'est bien les appareils pour casser les calculs rénaux et les calculs biliaires. Et à La Réunion, même, je crois qu'ils font des transports à un coût exorbitant entre le CHU Nord et le CHU Sud. Donc bien sûr que cette machine, le kiné, il ne peut pas l'avoir. Donc, les entreprises et les multinationales ont mis des dispositifs qu'on peut mettre dans nos petits cabinets, bien moins chers, bien plus accessibles. Et si on faisait le même type de protocole, eh bien en fait, ça marche. Donc, il faut le faire. Donc, il y a plusieurs générateurs d'ondes de choc. Voilà, voilà. Je vais un peu vite. On compare les focalisés et les radiales. À la fin, ce qui compte pour l'efficacité, c'est l'énergie qu'on a mis au niveau de la lésion, parce que ça favorise la cicatrisation. Et du coup, les focalisés, ça permet de mettre de l'énergie à distance. Vous voyez en haut à droite, en zone un peu de cigare en 3D, à distance de la sonde. Donc, si la zone que vous vouliez viser elle est à distance, prenez focalisé. Mais si elle est juste à côté de la peau, il n'y a pas besoin, on peut prendre des ondes de choc radiales. Et ce qui va compter, c'est l'énergie qu'on met au niveau du tissu. Donc, la question, est-ce qu'il y en a un qui marche le mieux, n'a pas de sens. Si c'est à distance, on est obligé de faire focaliser. Et si c'est près, il n'y en a pas un qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est de mettre le plus grosse énergie possible. Voilà. Rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation transitoire de la pression. Et après, un temps de pression négative qui va faire des micro-bulles de cavitation, en gros, un peu des bulles de vide d'air. Les mécanismes d'action sont mal connus, mais ça accélère le processus de cicatrisation. Ça favorise la cicatrisation. Donc, s'il y a une fissuration, on a vu que, par exemple, sur une tendinopathie générative, on a un peu de substances mycoïdes, qui sont de toute façon des micro-ruptures qu'on verra au microscope, des fois qu'on voit à l'échographie. Oui, du coup, les ondes de choc sont une bonne indication. Ça favorise la cicatrisation. Et tous ceux qui voient ça comme un marteau-piqueur, ça n'a pas de sens. Ça favorise la cicatrisation. Ça peut casser les calcifications. Et d'ailleurs, ça marche très très bien dans la tendinopathie calcifiante, quand la calcification, qui est plutôt supracentimétrique, est responsable de la douleur, on va dire ça comme ça. Et ça module la réponse inflammatoire. Et ça peut avoir une action antalgique. Ça détruit les récepteurs nociceptifs. On a vu que dans l'amyopathie, on a plus de fibres responsables de la douleur, libérer des endorphines. Et bien sûr, il y en a qui parlent du gate control, mais le gate control, c'est comme frotter quand on a une piqûre de moustique, c'est antalgique à court terme. Mais en fait, on s'en fiche totalement à court terme. L'idée, c'est de favoriser la cicatrisation à moyen et long terme, et ça marche. L'énergie, et je vous dis que c'est le point principal de l'efficacité, quand elle est inférieure à 0,10 millijoules par millimètre carré, on dit traitement de la douleur, en gros, c'est antalgique à court terme. Ça ne change rien au niveau tissulaire. Et là, il y a de nombreuses études animales et humaines qui l'ont mis en évidence. Donc, des énergies faibles sont inefficaces à moyen et long terme. Les énergies moyennes, c'est là où on agit sur la structure tendineuse, qu'on favorise la cicatrisation. Et les énergies fortes, des fois on dit 0,30, des fois 0,50. En général, c'est des appareils de lithotricie. Donc, c'est des gros appareils. En général, on n'y a pas accès, ou alors limite, quoi. On est à la limite des forces d'énergie. Ça dépend quelle dose on veut mettre. Si on a 0,35, 0,40, des fois en cabinet. Et c'est ça qui marche, par exemple, pour les pseudarthroses. Mais là, ça fait extrêmement mal. En général, on n'y a pas accès. Et là, ça détruit les calculs. Par contre, pour les tendinopathies calcifiantes, j'interviens tout de suite. Historiquement, ils voulaient casser les calculs sur les tendinopathies calcifiantes de coiffe. Les Allemands, ils ont pris des grosses machines de lithotricie et ils ont vu qu'ils amélioraient la douleur et la fonction sans casser les calculs. En fait, ils le cassaient dans 20% des cas. Et c'est à partir de là, ils ont dit, du coup, en fait, on n'a pas cassé la calcification, mais on a amélioré le tendon. Et à partir de là, ils ont fait des études sur le tendon et ils ont vu qu'ils amélioraient les processus cicatriciels de tendon. Et même avec des énergies moyennes. Du coup, on n'est pas obligé de casser la calcification pour avoir une bonne efficacité, notamment sur la tendinopathies calcifiante. L'énergie, puisque c'est ça qui est important, elle dépend de la pièce, elle dépend de la marque, elle dépend de la pièce à main. Par exemple, pour la même marque, la rouge et la bleue n'ont pas du tout les mêmes principes, pour pas citer.
Donc, vous voyez qu'en haut à droite, plus on met de barres pour cette marque-là, sur la bleue, on augmente petit à petit, sur la rouge, on augmente beaucoup plus. Elle dépend de la fréquence. Donc, vous voyez en bas à droite que plus on augmente la fréquence, pour la bleue, bah, en fait, ça ne change pas grand-chose, mais pour la rouge, on perd beaucoup. Du coup, il faut connaître sa pièce à main, il faut connaître le diamètre d'applicateur, il faut connaître la pression, il faut connaître la fréquence, et vous aurez l'énergie que vous mettez. Et à partir de là, vous pourrez savoir si vous êtes efficace ou pas. Sinon, vous n'en savez rien. Donc, vous êtes obligé de le savoir. Sinon, c'est comme je suis médecin, je dis amoxicilline, ben, je dis je sais pas. 3 par jour. Mais si vous n'avez pas le nombre de milligrammes, c'est débile. Mais c'est aussi débile de faire des ondes de choc de cette manière. Débile. Les contre-indications, le risque hémorragique, il est relativement faible. Mais bon, INR, pas bon, voilà. Enfin, bon. Par exemple, une lésion musculaire qui saigne, bah, en gros, ça sert à rien. La grossesse, on est toujours prudent. En sport, en plus, bah, la grossesse va évoluer, les contraintes sportives vont évoluer. Bon, il n'y a pas d'études. Enfants et adolescents, on peut discuter. Par contre, pour les ostéochondroses, en gros, Osgood-Schlatter, maladie sévère qui sont les plus connues, quand le cartilage de croissance est sursollicité et du coup évolue pas bien, et c'est ça qui fait mal chez l'adolescent. L'adolescent, en fait, au lieu de faire une lésion musculaire, il pète l'apophyse, le cartilage de croissance. Au lieu de faire une tendinopathie microtraumatique, il fait une apophysose. Et c'est ça qui fait mal. Ben là, c'est pareil, c'est repos relatif, pas de travail excentrique parce qu'il y a trop de contraintes, et c'est l'adaptation des charges sans trop faire mal. Mais là, les ondes de choc sont néfastes. Donc, pas sur les apophysoses de croissance. Si il y a un cancer, pas d'ondes de choc. Surtout à côté. Si c'est général, c'est plus discutable. Mais faites pas trop, vous prenez vos invités. 2/3 des spécialistes ne s'amusent pas à en faire quand c'est général. Les maladies infectieuses loco-régionales, c'est plutôt contre-indiqué. Si c'est général, bah, plutôt pas trop. Vasculo-nerveuse, si vous mettez des grosses énergies sur des gros troncs, il y a des désordres. Mais globalement, vous risquez pas grand-chose quand même. Les algodystrophies, il ne faut pas faire mal sur une algodystrophie, hein, sinon moi j'ai un complexe de type 1. Les pacemakers, c'est discuté aussi, plutôt pas trop. À proximité des cavités aériques, plutôt pas trop non plus. Certains spécialistes en font quand même, mais plutôt non. Les gros vaisseaux, plutôt non. Les nerfs, plutôt non. Ça fait quoi? Des douleurs au cycle d'injection, pour le prévenir. Les gens qui ont peur, bah oui, ça fait mal. Et c'est pour ça que sur les épicondyles latéraux, l'efficacité est minime, parce que sur les tendons hachiers et tendons rotulaires, l'efficacité est très importante, donc ça vaut le coup et ça fait pas trop mal. Sur les épicondyles latéraux, notamment les anthésopathies, par exemple, des fois, ça fait très très mal. Et du coup, si ça fait trop mal et qu'on peut pas le faire, bah, c'est là où on peut discuter les choses. Donc ça fait mal. Ça peut faire des hématomes. Si quelqu'un a peur, bah, renseignez toujours, parce que si vous commencez et du coup, une semaine après, vous avez un patient qui dit « Oh là là, mais ça saigne, docteur, j'ai trop peur, j'ai trop mal, j'arrête tout. » Et du coup, vous l'avez mis dans la panade, bah, prévenez. Voilà. Ça peut faire des migraines, des dommages, voilà. Après, c'est extrêmement rare, très peu. Est-ce que ça marche? Oui. 2008, bon, après bientôt 20 ans, tendinopathie rotulienne, 6 études comparatives, efficaces. Mais du coup, qu'est-ce qu'on faisait? 1, 3 ou 5 séances. Le max, c'est 5 séances, 2000 coups. Donc, vous voyez que 3 séances, 1000 coups, c'est efficace. 3 séances, 1000 coups, c'est efficace. C'est efficace. Bien supérieur à un groupe contrôle. Donc, oui, ça marche. Là, j'ai repris des vieux tableaux où ils prenaient toutes les études efficaces. Je me suis amusé parce que, pourquoi j'ai fait ce type de topo? Parce que j'observe énormément de gens qui mettent des petites énergies et un nombre important de séances. Ça n'a aucun sens, aucun sens. J'ai pris toutes les études efficaces, je les ai encadrées. Le minimum, c'est 1000 coups, et le maximum des études efficaces, le maximum, c'est 9000 coups. Mais pas par séance, 9000 coups en tout. Donc le max, même 5 fois 2000 coups, ça n'a jamais été étudié. Ça n'a jamais été étudié parce que ça n'a aucun sens. Donc 3 séances, 4 séances, allez, 5 séances si vous voulez, mais après, ça n'a aucun sens parce que sur les études in vitro, sur les études animales, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec des forces d'énergie, au moins moyennes, localement, et 3 séances, 4 séances, 5 séances, ça suffit. Bonjour Bruno, excuse-moi de te couper. Oui, oui. Il y a le prochain intervenant qui est ici. Est-ce que ça te dérange de
de faire une petite synthèse. Je ne sais pas s'il te reste longtemps, une petite conclusion. Rien, donc ça marche si on met des bonnes énergies. Je me prends 2 minutes. Il faut se guider à la palpation, localement, plutôt sur une tendinopathie chronique. Plus on met d'énergie, notamment sur cette méta-analyse, c'est clair et net, plus ça marche sur les aponevrosites plantaires. Ça marche sur les périostites tibiales, mais les périostites, c'est long. Et du coup, ça diminue d'un tiers les douleurs et d'un tiers la durée, mais qui dure de plusieurs mois. Donc oui, ça marche, mais ça diminue d'un tiers et ça fait méga mal. Mais ça marche si vous mettez des forces d'énergie et vous pourrez regarder mon topo. Ça n'empêche pas, bien sûr, de faire le travail excentrique et du PRP. Sur les névromes, ça se discute. Sur les bursites, c'est pas la question. Sur les conflits, ça fait cicatriser, mais si le conflit, c'est la cause, ben, ça sert à rien. Sur les arthroses, il faut pas. Sur les cancers, il faut pas. Sur les fractures de fatigue, ça marche, mais en gros, il faut des grosses énergies. Sur les hématomes musculaires, bah, c'est pas le moment. Donc, plein de séances, ça sert à rien. Même sur YouTube, Schiller, ils font de la pub et ils disent d'en mettre n'importe où. Bah, même si c'est Schiller et qu'il a un beau t-shirt et voilà, bah, ça sert à rien. Il faut viser localement au niveau du tendon. Donc, cliniquement, ça peut marcher ou sous écho. Donc là, par exemple, quand Schiller fait de la pub pour pas les citer, qu'ils en mettent sur le triceps sural alors qu'on est une aponevrosite plantaire, mais il faut pas. Sur les courbatures, ben, c'est pas le principe. En mettre un peu partout, ça sert à rien. Sur les chondropathies rotuliennes, c'est pas le topo. Et du coup, on a des études de niveau 1, 2, 3, 4. À la fin de niveau 1, fascite plantaire, oui. Et puis qu'on dit latéral, oui, tendinopathie mal des ischio-jambiers, niveau de preuve grade 1. Les autres, c'est niveau de preuve grade E, c'est quand même pas mauvais, ou 3 ou 4, c'est quand même pas mauvais. Et niveau de preuve grade 1, ça marche sur les périostites tibiales et les ostéoarthropathies tibiales. Niveau de preuve grade 1. Sinon, c'est 2, 3, 4, mais ça marche quand même. In fine, les spécialistes nous disent, on fait 1000, 1500 coups. En gros, vous voyez, 70%, c'est plutôt 2000 coups. On peut faire une EVA à peu près à 6 ou 7. Pas d'AINS parce que ça empêche la cicatrisation. Or, les ondes de choc, ça favorise la cicatrisation. Après, rien de particulier. Vous pouvez continuer le sport, le protocole de rééducation phytosynergique. Et ça marche bien pour 100% son accord des aponevrosites plantaires, les tendinopathies d'Achille, même d'insertion, 100% du consensus des experts, les tendinopathies des ischio, les tendinopathies patellaires, et après, c'est quand même du 95%, tendinopathie d'Achille, et puis toutes les tendinopathies, même 90% pour le tendinopathie des moyens fessiers. Quand c'est des ruptures partielles ou ruptures complètes, bah non, c'est pas vraiment intéressant. Et pour les fractures de fatigue, mais là, il faut plutôt des grosses énergies, c'est discutable, et pas pour l'arthrose. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour d'autres questions, mais je vais partir. Et pour les... Oui, alors j'ai une question à la réunion. Est-ce que tu penses des pistolets de choc Qu'est-ce que je pense des pistolets de choc? On me pose les pistolets de choc, c'est efficace. Alors, aucun rapport. Donc, aucun rapport. Il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Il ne faut pas confondre l'amoxicilline et l'homéopathie. Pareil. Il y en a plein. Il y a plusieurs types de ondes de choc pour les douleurs musculaires. Et pour les douleurs musculaires, ça diminue les douleurs, les DOMS à court pendant 24 à 48 heures. Voilà, mais aucun rapport. C'est pas le même traitement. Juste, on est quand même d'accord que tu as montré que c'était efficace, c'est quand même parce que c'est accompagné aussi d'actifs. Alors, on me demande, c'est efficace parce que c'est accompagné d'actifs? Non, si on fait que ça, ça marche. Et si c'est accompagné d'actifs, ça marche mieux. Si on fait que ça marche. On a l'air d'être étonné. Si on fait que ça marche. Si on fait de l'excentrique, ça marche. Et si on fait les deux, a priori, ça marche mieux. Du coup, niveau de preuve grade 1, alors, je me répète, niveau de preuve grade 1, ça veut dire que c'est indiscutable scientifiquement donc c'est indiscutable que ça marche de manière isolée, niveau de preuve grade 1, donc méta 1. C'est indiscutable que ça marche de manière isolée et que ça, sur les aponevrosites plantaires, sur les épicondyles latérales, sur le tendinopathie des ischio-jambiers, c'est indiscutable, niveau de preuve grade 1. Si on sait 2, 3, 4. Et c'est indiscutable que ça marche en complément de travail excentrique sur les périostites tubales et les ostéopathies pubiennes. Et on est d'accord que ton ça marche, ça ne veut pas dire ça guérit, ça veut dire ça améliore. Ça veut dire que ça diminue la douleur, ça améliore la fonction. Pas à 100% pour tout le monde. En effet, je tape et donc le lendemain, on est champion de NBA. Non. Par exemple, sur les périostites tibiales, je vous l'ai dit, ça diminue d'un tiers le délai de consolidation, les ondes de choc seules, et d'un tiers le délai de consolidation. À chaque fois, c'est une question d'amélioration. Mais le travail excentrique,
ça marche, ça améliore un peu tout le monde. Voilà, y a-t-il des questions de l'autre côté de la planète? À Bordeaux. Non, merci. Merci à vous, merci beaucoup. J'ai juste Pense à bien le mettre sur le Google Drive, du coup, s'il te plaît. Le diapo, les diapos.